Donc je vous propose ce thème inopportun des habits pour cet après-midi. En faisant d'abord une petite introduction de nouveau générale en ce qui concerne un mot qui a été utilisé, là encore, pour des besoins d'information, un mot qui est galvaudé, le mot de conférence. Alors les conférences en général c'est sérieux. Et vous avez pu remarquer, peut-être pour les personnes qui étaient là ce matin, qu'il ne s'agit pas de conférences, en tout cas pas savantes. Il ne s'agira pas cet après-midi de l'histoire des habits au travers des âges, ni même d'un thème plus restreint du Moyen-Âge à la Révolution industrielle. Ça, c'est des conférences, ça s'intitule des conférences. Donc j'ai usurpé le terme de conférence, alors qu'il s'agit bien sûr de causeries, vous vous en êtes rendu compte, ce sont des causeries. C'est-à-dire qu'on parle assez librement comme ça de la vie de tous les jours, de choses qui sont peut-être très importantes, mais on n'en parle pas avec le sérieux d'un conférencier qui a fait des recherches, qui a regardé des tas d'ouvrages et qui peut vous dire comment ça évolue, par exemple, les habits du Moyen-Âge à nos jours. Moi je n'en sais rien, peut-être le savez-vous, mais en tout cas à l'issue de cette causerie, sur ces points-là, nous n'en saurons pas davantage. Donc il faut accepter, passer quelque temps, et à l'issue de ce temps, ne pas en savoir davantage pour ce genre de choses. Non, nous, ce qui peut nous occuper simplement, mais enfin c'est tout autre chose, c'est essayer de prendre conscience un petit peu, par exemple, de la manière dont on s'habille quand on se réveille le matin, ou quand on se couche le soir, comment on se déshabille. De dire à quelqu'un, ben voilà, plutôt que de me parler de toute votre vie, essayez de prendre conscience, c'est même pas la peine de m'en parler, de me le dire, c'est juste de prendre conscience le matin pour vous-même. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? C'est-à-dire par quels habits vous commencez, comment vous vous y prenez, est-ce que c'est long, est-ce que ça dure un certain temps, est-ce que c'est vite fait? Voilà, juste un peu d'éveil de conscience. Pas trop d'éveil de conscience, que tout le monde sait que trop d'éveil de conscience, après on vit encore plus difficilement qu'avant. Alors un petit peu juste ce qu'il faut pour se rendre compte, se dire tiens au fait voilà comment moi je m'habille le matin. Alors vous allez trouver des phases de votre vie parce que ça change. À partir de certains moments, en fonction de certains événements de la vie, peut-être qu'on s'habille plus tout à fait pareil le matin. On n'enfile plus ses habits tout à fait pareil le matin. Ce qui s'est passé, il s'est passé peut-être des événements intérieurs importants qui modifient, et on se rend compte de ça dans les mœurs, dans une sorte de sociologie très personnelle, que on ne fait plus les mêmes gestes. Alors moi je trouve que c'est quand même important, les gestes qu'on fait pour s'habiller ou se déshabiller, parce que c'est chaque jour. C'est une chose très importante, parce que c'est chaque jour. Alors que des fois, on parle, on fait des conférences sur des thèmes, des choses qui n'arrivent qu'une fois dans la vie. Donc finalement, on devrait s'occuper moins des choses qui n'arrivent qu'une fois dans la vie, ça n'arrive qu'une fois. Tandis que les choses qui arrivent 2 fois par jour, souvent, pas toujours, parce que des fois on est dans de tels états le soir qu'on se couche tout habillé, ça arrive, mais en général, ça se passe quand même 2 fois par jour. Quelque chose qui se passe 2 fois par jour, presque tous les jours d'une vie, on devrait faire des causeries beaucoup plus souvent là, sur ces choses aussi importantes, aussi déterminantes dans l'existence, dans la vie de tous les jours. Alors c'est pour ça que je vous propose de faire une causerie sur les habits, qui commencera par l'éloge du fil. Parce qu'on ne fait pas assez l'éloge du fil. On fait toutes sortes d'éloges, c'est pareil, l'éloge de gens, de grands hommes, de gens distingués, etc. Là on fait l'éloge de ces personnes-là, on fait des discours, mais on ne fait pas l'éloge de ce qui est tenu. Alors il faut faire l'éloge de ce qui est tenu. On va faire l'éloge du fil, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Posez la question, interrogez dans la rue justement, posez la question. Si personne ne fait l'éloge du fil, madame, monsieur, est-ce que vous le ferez, vous, l'éloge du fil? Les gens vous diront non. Vous n'y pensez pas, quelle idée, enfin des réponses comme ça, si vous faites un rapide sondage. C'est pour ça qu'il faut faire l'éloge du fil, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Donc il faut le faire. Par respect pour le fil. Pour ce qu'il y a de plus ténu, puis pour se souvenir que la plupart, pas tous, mais beaucoup de nos habits existent grâce au fil. Parce que s'il n'y avait pas d'abord le fil, on ne pourrait pas faire des tissus. Bon, donc la base, c'est le fil. Puis on verra que c'est très très important le fil parce que ça évite les sacrifices. On verra ça tout à l'heure. Comment le fil évite les sacrifices, c'est pour ça qu'il faut faire l'éloge du fil. Mais d'abord, trois rêves. 3 rêves pour parler du fil.
Alors vous savez, il y a certains rêves, des fois, c'est arrivé que dans d'autres causeries, je les ai évoqués, alors c'est parce que on reprend, on rumine, c'est le principe de la boule de neige, on reprend les mêmes thèmes, les mêmes idées, puis on les voit autrement, puis un jour on se réveille en se disant, tiens, il y a 2 ans j'avais oublié de parler de ça à propos de la symbolique de tel rêve, alors on reprend, on se dit, ben, on se rattrapera dans 2 ans plus tard, et puis à 4 ans de distance, on reprend le même rêve, et on se dit, au fait, on n'a pas assez fait l'éloge du fil. Et l'éloge du fil, ça commence par un rêve où quelqu'un se voit avec quelque chose dans la bouche. Vous savez, c'est gênant quand on a quelque chose dans la bouche. C'est gênant pour parler et c'est gênant pour manger. Et c'est doublement gênant quand on parle et on mange à la fois. Et si vous avez quelque chose dans la bouche, alors là, c'est très très gênant. Alors on s'enlève ce qu'on a dans la bouche. Des fois, c'est un petit rien, quelque chose. Et puis des fois, c'est un petit morceau de fil. On se demande comment c'est arrivé là. Eh bien, dans le rêve, c'est arrivé comme ça, avec quelqu'un qui avait un petit morceau de fil dans la bouche, coincé entre les dents peut-être, ou à moins que ça venait de la gorge, enfin, on sait trop rien. Bon, c'est très simple, dans ces cas-là, on se met un peu dans un coin, enfin, c'est une question... Et puis, à un cure-dent, ça ne sert à rien. Alors, la personne, elle mettait comme ça sa main dans la bouche, puis elle sortait son morceau de fil, puis il n'y a pas de problème. Sauf quand on se retrouve comme au cirque. Parce qu'au cirque, il y a un problème. Au cirque, ça fait rire tout le monde. Mais dans la vie, ça ne fait pas rire la personne qui rêve. Au cirque, c'est le prestidigitateur. Vous savez comment il fait? Il a un grand chapeau. Et puis, il tire un foulard du chapeau. Ça, c'est normal. Tout le monde trouve normal qu'il tire un foulard du chapeau. Ce qui est toujours étonnant, c'est que le foulard soit attaché à un deuxième foulard, qui est attaché à un troisième foulard, et puis qui tire des foulards, puis il y en a plein. Alors la personne, c'était ça son rêve. Elle tire un petit morceau de fil, et puis il était un peu plus grand qu'elle ne le pensait, quoi. Alors elle le tire davantage, et puis en fait il sort de la gorge, il n'était pas du tout coincé dans les dents. Alors il sort de la gorge, et puis c'est long, quoi, c'est un fil qui est long. Alors au début elle prend qu'une main, puis à la fin, elle sort le fil, et puis elle se réveille alors qu'elle sortait encore le fil. On pourrait dire que c'est un rêve archétypique, ça, d'une certaine manière. Ça veut dire que, il y a quelque chose au centre du corps, qui doit venir du centre du corps, qui passe par la gorge, et qui est ce fil. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agissait de quelqu'un qui avait commencé à parler de soi. Voilà ce qui se passe. Quand on commence à parler de soi, eh bien, on dévide un fil qu'on avait à l'intérieur de soi. Et quelqu'un pourrait dire, mais c'est affreux d'être obligé de sortir un fil comme ça de sa gorge, c'est affreux. Ce qui est le plus affreux, c'est de penser qu'avant, on ne l'avait pas sorti. Moi, je trouve que c'est ça qui est affreux. Parce que sortir le fil de la gorge, c'est finalement libérateur. Mais penser rétrospectivement qu'on avait un fil dans le ventre, ou dans les poumons, ou si ça se trouve dans le cœur, c'est ça que je trouve rétrospectivement terrible. Et que dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est activer le mouvement. Il faut sortir le plus vite possible. Évidemment, la personne qui a fait ce rêve, elle pourrait dire, oui, mais si le fil est interminable, on fait confiance, avec un peu de chance... on s'en sortira quand même, ou il sortira quand même, le fil sortira quand même. Et qu'est-ce que c'est ce fil? C'est peut-être les mots dont on parlera aussi. Les mots, la personne, elle a commencé à parler d'elle, alors elle a dit des mots. Et ces mots, c'est ce fil-là, tous ces mots qui étaient enfouis, qui étaient enroulés à l'intérieur. Ces mots qu'elle déroule, ces phrases qu'elle déroule sur elle-même, qui parlent d'elle-même. Et c'est vrai que quand on commence à parler de soi, vous savez ce qui se passe? Au début, on dit « Oh, moi, j'ai rien à dire de moi-même. » Non. Juste un petit truc, là. Alors on commence sur le petit truc sans importance, et puis de fil en aiguille, par ce fameux procédé des associations, par ces jeux de souvenirs qui appellent d'autres souvenirs, ça fait un fil conducteur, un fil qui nous conduit. Et au fur et à mesure que nous disons avec des mots, que nous parlons avec des mots de notre vie, nous remontons le cours de notre existence. Et peut-être, et espérons-le, nous retrouvons le fil perdu de l'existence, c'est-à-dire le sens. Et donc le fil, c'est ça. Ce sont les mots d'un côté, d'un autre côté, c'est le cours de l'existence qu'on reprend grâce aux mots, grâce à la parole, et puis c'est surtout le sens qui est dans les mots et dans l'existence. Parce que dès l'instant qu'on trouve les mots pour dire sa vie, on voit, je ne dis pas qu'on trouve, on voit davantage le sens, ou du sens, à sa vie. Et c'est grâce au fil qu'on prend conscience de ce qu'on a vécu et surtout du sens qu'il y a pu avoir dans ce qu'on a vécu, grâce au fil. Et le fil, c'est donc ce qui est le plus ténu, c'est ce qui est le plus petit, c'est ce qui est le plus fin.
C'est à partir de quelque chose qui peut-être n'existe qu'à peine. Les mots, la parole, c'est à partir de ça qu'on va retrouver ce fil conducteur, ce sens, cette cohérence qui va se faire jour au travers d'événements extrêmement divers, au travers d'événements très éclatés de l'existence. Et c'est pour ça qu'il faut faire l'éloge du fil. Il y a un autre rêve que quelqu'un avait fait, ça se passait dans un bateau. La personne était en compagnie de quelqu'un d'autre, et puis le bateau, il était sur l'eau. Comme vous voyez, certains rêves, quand même, ne sont pas toujours extrêmement bizarres. Le bateau était sur l'eau, donc c'était un rêve normal. Et il y a quelqu'un, peut-être il pêchait, ce n'est pas sûr, on ne sait pas trop, mais il tenait un fil. Et puis la ficelle, elle allait dans la mer. Et puis alors, il y a quelque chose qui a commencé à tirer sur la ficelle. Peut-être un poisson, mais on n'en sait rien, ça c'est nous qui imaginons. On voit qu'une ficelle semble appeler plus en profondeur dans de l'eau, on se dit tout de suite c'est un poisson. Mais peut-être ce n'est pas un poisson. Peut-être c'est un autre animal qu'un poisson. Peut-être que c'est un plongeur. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait des farces. Peut-être que c'est une inquiétude qui tire le fil, on ne sait pas. Peut-être que c'est un appel intérieur, alors évidemment ça tire fort. On ne sait pas ce que c'est. Alors on dit, de façon générique, c'est un poisson. Bon, alors va pour un poisson, à condition qu'on entende le mot poisson de façon extrêmement libre, avec ou sans écailles. Donc c'était un poisson avec ou sans écailles qui tirait sur la ficelle et la personne qui rêvait, la rêveuse, ce qu'elle voyait, c'est que l'homme qui avait la ficelle entre les mains, elle la laissait filer. Et donc ça filait entre les mains, et puis elle réalisait que dès l'instant que ça aura filé complètement, et ça c'est important, le sentiment intérieur du rêve, dès l'instant que ça aura filé complètement, ce sera irrécupérable. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se précipite, elle rattrape la ficelle et elle se réveille. Voilà, ça s'arrête comme ça. Elle se réveille bien, il était temps, elle a récupéré le fil. C'est ici ce qui relie à la profondeur, ce qui relie peut-être au poisson, à l'inquiétude, à l'appel, ce qui relie au sens. C'est ce quelque chose de ténu qui fait que nous sommes en relation avec nos propres profondeurs, mais que les profondeurs, elles ont tendance aussi à nous jouer des tours. Elles ont tendance à se moquer de nous. Elles ont tendance à engloutir toute conscience. Elles ont tendance à donner du sens et à détruire le sens. Alors il faut que la conscience et il faut que le moi, ils se défendent. Il faut qu'ils maintiennent le contact. Et maintenir le contact, c'est pas seulement aller en profondeur, c'est défendre le fil. C'est défendre justement cet élément ténu par lequel on est en relation avec ce qui est plus profond. Mais on ne va pas se laisser happer, on ne va pas se laisser avaler, on ne va pas se laisser engloutir. On va garder le contrôle. C'est un peu comme un dérapage, mais un dérapage qu'il faut garder contrôlé. Et si on garde le contrôle, à ce moment-là, quelque chose va être sauvé. Ce lien à la profondeur va être sauvé. Et si au contraire on perd ce lien, on tombe dans ce qu'on pourrait appeler l'inconscience, pas l'inconscient. L'inconscience. Perdre le fil, c'est tomber dans l'inconscience. C'est perdre le plus petit élément grâce auquel nous étions sortis justement de cet indifférencié de l'inconscience. Alors cette fois-ci, la personne, elle récupère, elle se rend compte que ça va être irrécupérable. Alors elle récupère. Et que ça va être irrécupérable, ça veut dire que si à ce moment-là de sa vie, elle n'est pas plus attentive, peut-être elle perd quelque chose pour toujours. Je dis bien peut-être. Parce qu'il y a souvent une dramatisation dans les rêves qui fait que le pour toujours, on vit quelque chose pour toujours, qui sera jamais plus, souvent ça se passe comme ça, et puis 2 nuits après, ça change, il y a d'autres rêves qui nous disent non, finalement, ça s'est arrangé, on a renégocié ça se présente autrement. Mais c'est important que dans le sentiment, quand ça se passe, ce soit vécu pour toujours ou à jamais. C'est important parce que ça nous donne la mesure de la gravité d'une situation. Ça permet une réaction par rapport à un drame. Comme ça, on ne banalise pas ce qui nous arrive. On réagit par rapport à ce qui nous arrive. Et ici, le fil risquait d'être perdu pour toujours, le sens risquait d'être perdu pour toujours. Donc la personne réagit et elle va récupérer ce fil, elle va récupérer ce sens. C'est ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle s'était reposée de trop sur l'autre. Des fois, on dit par exemple à l'autre, quelqu'un avec qui on vit, ou quelqu'un qu'on aime bien, ou quelqu'un qu'on connaît. Vous veillez sur le sens de mon existence, comme ça moi j'ai pas trop à m'en occuper. Vous savez, c'est comme il y a des services, il y a des gens par exemple qui gèrent vos fichiers.
Bon. Alors, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on demande à autrui de gérer le sens de notre vie. Hein, vous vous occupez du sens, et moi, je vaque à l'inconsistance de mes actes de tous les jours. Bon. Et puis, de temps en temps, ça ne marche plus, quoi. Parce que l'autre, après tout, c'est pas sa vie. Et que l'autre, s'estimant non chargé depuis toujours de gérer le sens de la vie de quelqu'un d'autre, il la laisse filer. Et le rêve, c'est le moment où la personne récupère elle-même son fil. Elle n'avait qu'à pas le laisser en gérance. Il ne faut pas laisser en gérance le sens de son existence, le sens de sa vie. C'est pas parce que, par exemple, on appartiendrait à un groupe quelconque que ce groupe serait chargé de gérer notre relation à l'éternité ou à l'absolu. C'est à chacun d'entre nous de le gérer. Et la relation en profondeur, la relation au monde des poissons, c'est à chacun d'entre nous de la gérer. Donc le rêve, c'est ça, alerte, il faut récupérer le fil conducteur qui me met en relation avec le monde des poissons. Et si je ne récupère pas ce fil, jamais je ne serai invité dans le monde des poissons. Or, je vous rappelle que dans toutes les civilisations du monde, il y a des récits légendaires où on descend dans l'eau et on rencontre la reine des poissons, le roi des poissons. En général, quand on est une femme, on rencontre le roi des poissons, et quand on est un homme, on rencontre la reine des poissons. Le plus souvent, ça se passe comme ça, parce que les civilisations sont simples et sages et tranquilles, et alors ils voient les choses de façon très organisée, très ordonnée, ça se passe des fois comme ça. Et des fois ça se passe autrement, parce que finalement, les civilisations sont sages, elles sont libres, et elles ne voient pas toujours le monde de la même manière. Donc les légendes peuvent être toujours de la même manière, ou jamais de la même manière, et tout ça n'a aucune importance dès l'instant qu'on saisit le sens profond, le fil conducteur profond. Un troisième rêve qui a à voir avec le film, et qui n'est pas tout à fait un film, mais qui va ressembler à l'histoire du prestidigitateur, c'est quelqu'un qui se trouve au bord d'une rivière. Là, le rêve est un peu plus élaboré. La personne se trouve au bord d'une rivière, près d'un établissement public, et elle est avec une amie, et elle attend qu'il y ait des gens, un groupe des guides, qui reviennent d'Espagne. Alors, quand vous attendez des guides qui reviennent d'Espagne, vous êtes là au bord d'une rivière. Et puis à un certain endroit, il y a comme une plage au bord de la rivière, ce qui ne correspond pas à la réalité extérieure. Il y a une plage et il y a du sable. Alors la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle creuse le sable. Si vous êtes dans une plage, vous savez pas quoi faire, vous attendez des gens qui reviennent d'Espagne, que vous connaissez peut-être pas, vous commencez à jouer au sable. Ce qu'il faut faire, jouer au sable. Et en creusant dans le sable, pendant qu'elle creuse dans le sable, elle se rend compte que les autres personnes, elles sont emmitouflées. Elles ont des pullovers, des bonnets, des anoraks. Et elle est en maillot de bain. Et elle n'a pas froid. Elle n'a pas froid en maillot de bain, et elle s'étonne de voir ces gens emmitouflés avec leurs anoraks. Et elle creuse. Elle creuse le sable, et à ce moment-là, elle tire, pas exactement un fil, mais quelque chose qui est fait avec du fil. Elle tire un habit qui était enfoui dans le sable, un habit. Alors elle tire sur l'habit, et puis elle fait comme le prestidigitateur, sauf qu'elle ne savait pas ce qui allait se passer. Et en tirant sur l'habit, elle voit que cet habit est noué à un autre habit. Alors elle tire, c'est noué à un troisième habit. Elle tire, on peut raconter le rêve très très longtemps. Ça dépend dans quelles circonstances, ça dépend si vous avez d'autres choses à dire après, si vous n'avez pas beaucoup de choses à dire après, vous mettez du temps et vous racontez tout le rêve exactement, comme ça. Ça peut être très très long, voilà. Et elle se réveille comme ça, Elle était contente d'ailleurs du rêve, c'est un rêve libérateur. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une situation d'attente. On attend qui ? On attend les guides. Alors évidemment, quand on attend les guides, on sait toujours pas où on va, comme on avait vu ce matin. Et les guides, ils vont nous dire où on va, sans doute. Enfin, il paraît que les guides, s'ils reviennent d'Espagne, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment trouvé qu'ils ne sont pas vraiment des guides, mais ça, l'histoire ne le dit pas. L'histoire dit que quand on attend des guides, heureusement que les guides ne viennent pas tout de suite, parce que comme ça, on a trouvé quelque chose de plus intérieur. C'est ça que dit le rêve. Mais il dit aussi que c'est quand même étrange, ces gens qui s'emmitouflent, alors que c'est la personne qui est en maillot de bain qui va trouver tous les vêtements. Alors, qui sont les gens qui s'emmitouflent ? Ce sont les gens qui sont, c'est-à-dire à peu près nous tous, bardés de résistance. C'est une résistance. Comme il y a beaucoup de dangers extérieurs et intérieurs, on a pris l'habitude de se protéger.
Alors on se protège beaucoup trop, et alors on se barre de résistance, et on se retrouve au mois d'août psychologique avec des anoraks sur le dos, comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui est plus capable de se dépouiller, plus capable de se désapproprier de soi, de se dépoussiérer aussi par la même occasion. Bon, c'est la personne qui est en maillot de bain, c'est la personne qui a moins de résistance, qui se libère intérieurement davantage, qui s'abandonne davantage au cours de la vie, et puis qui est prête à prendre un bain. Même si elle ne le fait pas dans le rêve, elle est prête à prendre le bain. Elle est en tenue de bain, ce qui signifie symboliquement en tenue d'approfondissement intérieur, en tenue de bain psychique, en tenue de bain en soi, dans son monde intérieur. Et dès l'instant qu'elle est en tenue de bain, elle va pouvoir trouver justement ce qui est à l'intérieur, ce qui est en profondeur, pas seulement dans l'eau, mais dans le sable. Et le sable ici, c'est ce qui est le plus mouvant. C'est aussi ce qui passe. C'est une image, on va le voir par rapport au temps, c'est une image de l'éphémère avec les châteaux de sable qu'on fait au bord de la mer. Le sable, c'est toujours plus ou moins ce qui va être recouvert. C'est ce qu'on abandonne à l'oubli, c'est ce qu'on accepte de perdre. Et c'est parce qu'on accepte de perdre qu'au milieu de cette perte, on va retrouver beaucoup de choses qui ont du sens. Et ce qu'elle retrouve d'abord, c'est un habit. Puisqu'elle a accepté de perdre en laissant ses habits, elle va retrouver des habits. Et elle va retrouver beaucoup plus d'habits qu'elle n'en avait enlevé pour être en maillot de bain. Elle va retrouver davantage parce qu'elle a accepté de se défaire de ce qu'elle possédait, de ce qu'elle avait. C'est ça le sens. Et dès l'instant qu'elle trouve quelque chose, elle va trouver toujours plus que ce quelque chose. Et c'est ça le principe. Il y a toujours plus dès l'instant qu'on a accepté de perdre. Quelqu'un avait fait comme ça un rêve, je crois que la personne avait enlevé des habits ou avait donné, voilà, c'était ça. Elle donnait des habits, et puis les habits provenaient d'une malle, et plus elle donnait les habits de la malle, et plus la malle était remplie. Comme dans les contes. Plus on donne, plus on accepte de se libérer d'eux, et plus, non pas on possède, non pas on a, mais plus on reçoit. Plus on donne, plus on reçoit. Et si on donne ce qu'on reçoit, on reçoit davantage. C'est ce principe-là. On s'est mis dans une sorte de courant énergétique, et grâce au don, on reçoit. On ne reçoit pas ce que l'on donne. On reçoit toujours plus que ce qu'on a donné, mais à condition que quand on donne, c'est pas pour vérifier que la malle va être pleine, évidemment, parce qu'à ce moment-là, ça ne marche plus du tout, le compte s'arrête. Là, c'est de la triche. On dit non, c'est de la triche. Il faut recommencer. Il faut qu'au moment où on donne, on ait vraiment l'impression qu'on n'aura plus. C'est grâce à ça qu'on pourra avoir encore. Alors là, elle tire les habits, ça fait un peu penser à des strates. Comme si au travers de ces habits noués les uns aux autres, elle tirait des époques de son existence. Des époques qui étaient enfouies dans le sous-sol, c'est-à-dire dans le monde de l'inconscient. Elle retire sa mémoire, la mémoire des âges de sa vie. Et à ce moment-là, l'habit peut aussi symboliser le corps. Et donc le premier habit, c'était le corps d'hier, le corps qu'on avait hier. Puis le deuxième habit, c'est le corps de l'année dernière. Et puis le troisième habit, c'est le corps d'il y a 5 ans. Puis le dernier habit, c'est le corps de la naissance, ou d'avant la naissance. Et donc tous les habits, ce sont des images du corps. Et notre inconscient est, pour ainsi dire, l'intégrale de toutes les images de notre corps au travers des âges. L'inconscient, c'est l'intégrale de nos âges. En ce sens, c'est une mémoire totale, mais une mémoire dynamique, pas une mémoire statique, parce que les habits sont noués les uns aux autres, ils ne sont pas juxtaposés les uns à côté des autres. Chaque habit enfante l'autre, chaque habit donne naissance à l'autre, chaque corps de chaque âge va donner naissance au corps de l'âge d'après, comme si les phases de notre vie s'engendraient. Comme si nous étions bien les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de nous-mêmes, et que comme ça, notre corps se suit lui-même de génération en génération. C'est ce qui fait que dans certains textes symboliques, lorsqu'il y a une généalogie, on ne sait jamais s'il s'agit d'une généalogie réelle, c'est-à-dire de personnes qui ont donné naissance à d'autres personnes, ou s'il s'agit d'une généalogie purement intérieure, des premiers âges de notre vie qui ont donné naissance à d'autres âges de notre vie, etc. Mais en ce qui concerne les rêves, il ne faut jamais oublier le second sens, le sens de ces âges, de ces époques de soi-même qui ont donné naissance à d'autres époques et qu'on va retrouver toujours à l'inverse. Ce qui fait que ce qu'on va retrouver au bout du compte,
c'est ce qui est le plus éloigné de nous, c'est-à-dire qui on était au début de notre vie. Alors que dans un premier temps, on va peut-être remonter simplement à l'année dernière, ou le mois dernier, ou au mois dernier. Alors ce geste qu'elle fait, qui correspond un peu au fil, mais au lieu d'être sorti de la bouche par la parole, ça sort de la terre, comme si elle faisait là ce qu'on appelle un carottage, je crois que c'est le terme en généalogie, en géologie, oui mais c'est... En géologie, eh bien on fait des carottages en géologie pour voir comment c'est le sous-sol. Donc là, dans son sous-sol, dans sa mémoire, dans cet inconscient chargé de toutes les époques de sa vie, eh bien, elle va retrouver l'image de son corps et une autre image de son corps et une troisième image de son corps. Et grâce à quoi ? Grâce au fait qu'elle s'est mise en maillot de bain, c'est-à-dire qu'elle a abandonné un certain nombre de résistances, et grâce aussi au fait qu'on attend les guides, je reviens au commencement, on attend les guides, mais heureusement, ils ne sont pas arrivés encore. Alors ces 3 rêves, pour faire l'éloge du fil. Et puis je disais aussi tout à l'heure que c'est important le fil parce que grâce à ça, grâce à lui, ça évite de faire des sacrifices. C'est très simple, c'est très simple. Prenons un vison et prenons un mouton. Eh bien, le gros avantage du mouton, c'est qu'il va pouvoir nous habiller sans mourir. Alors que le vison, il n'y arrive pas. Et ce n'est pas la faute du vison. C'est que pour obtenir la peau du vison, il faut tuer le vison. Et pour s'habiller à partir du mouton, on n'a pas besoin de tuer le mouton. C'est le gros avantage du mouton. C'est pour ça que le mouton est au centre de la vie symbolique des humains. Enfin, les moutons et associés, et collatéraux. C'est celui qui peut donner sa laine sans mourir. Donc à qui on a le droit de prendre sa laine, il veut bien, enfin... Il n'y a pas eu jusqu'à présent de manifestation justement de moutons contre cet usage. Est-ce que c'est parce qu'il ne parle pas ? Est-ce que dès l'instant qu'un mouton parle, il refuse de donner sa laine et il explique pourquoi ? Peut-être, mais enfin, aux yeux des humains, les moutons ne rechignent pas trop à donner leur laine. Est-ce qu'ils savent que grâce à ça, ça fait des tas de visons qui ne mourront pas ? Est-ce qu'ils sont conscients, les moutons, que grâce à eux, des tas d'animaux continuent de vivre ? Peut-être, peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la laine, elle va être travaillée, on sait très bien, et puis on va arriver aux vêtements tissés, et aux vêtements tissés à partir du fil. Et donc le fil, c'est le plus petit élément, une fois qu'on décompose la matière première, qui est la laine. Et à partir de ce plus petit élément, on va recomposer, produit manufacturé, c'est-à-dire le vêtement. Alors vous avez la matière première, vous décomposez, vous arrivez au fil, il faut s'arrêter, parce que et on recompose à partir du fil. Et ça permet à l'animal de ne pas mourir, ça permet de ne pas le tuer, mais ça fait que cette décomposition et recomposition vont imiter le processus sacrificiel, l'imiter, mais pas le réaliser. Alors que de l'autre côté, on tue, et puis ça s'arrête. Et on recompose. Ben on ne recompose pas, en fait. On ne recompose pas. On essaie de prendre ce qui reste de la mort, mais il n'y a pas vraiment de recomposition. Alors que là, on a tout le cycle de la transformation, du travail. On voit que ce cycle de la transformation et du travail va servir de base symbolique pour dire beaucoup de choses touchant le travail intérieur et la transformation de soi, et que c'est un gros avantage, c'est que le sacrifice est symbolisé, qu'il n'y a pas de sang, qu'on arrive au plus petit, au ténu, au plus fin, qu'à partir de ça, on refait tout un cheminement, et qu'en attendant, on n'a tué personne. Donc il faut faire l'éloge du fil, une fois par an, pour se souvenir que grâce au fil, ça évite les sacrifices sanglants. Grâce à cette décomposition et recomposition, ça permet que le vêtement tissé ne débouche pas sur les anciens usages de l'abattage et de la mort. Le vêtement tissé, le tissu, avant d'être un vêtement, le tissu, à partir du fil, il a aussi un usage très particulier, touchant la mort et touchant la naissance.
Mais alors là, justement, on pourrait dire que c'est le fil refoulé, on refoule le fil. Parce que le fil, c'est à voir avec la rue. Le fil, c'est ce qui conduit, le fil conducteur, c'est comme une rue. Hein. Par exemple, vous pouvez poser une question à des enfants ou à des grands-enfants. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre une rue et un fil? Hein, la réponse, c'est conducteur. Voilà, c'est deux choses qui conduisent. C'est ça un peu la réponse. Et là où on refoule, le fil, c'est dès l'instant qu'on trouve le cycle. Les cycles. Alors ce matin, j'ai parlé du rêve du frisbee, qui est une image du cycle, du cosmos. Et il y a des habits de cycle. Il y a des habits très très particuliers qui sont des habits de cycle et qui sont pourtant faits avec du fil. Ce sont les langes, ça se pratique plus, heureusement, enfin ça s'est pratiqué longtemps, ce sont les langes pour accueillir les nouveau-nés, et puis il y a les antiques pratiques de la momification et de tous les rituels tournant autour des tissus dont on enrobait le corps mort. Le corps naissant et le corps du défunt avait droit non pas à des habits au sens exact du terme, mais avait droit à des bandelettes. On enroule le nouveau-né, on enroule le défunt, comme si c'était là un peu les portes de l'existence et qu'on passe du visible à l'invisible ou de l'invisible au visible, on ne sait jamais exactement. Il y a des gens qui disent que c'est plutôt un sens, d'autres que c'est plutôt l'autre. Enfin ça dépend, mais c'est certainement qu'on passe de l'un à l'autre. Et dans ces portes, dans ces moments de passage, dans ces rituels de passage, il n'y a plus à proprement parler de vêtements, il y a la bande et la bandelette qui reprennent l'aspect cyclique, comme si le corps devait être repris dans quelque chose d'ordre cosmique, dans quelque chose qui se met en harmonie avec le cercle et le cycle. Alors ça sert à ça. Et pourtant, du point de vue de la vie intérieure, il arrive que l'habit, au moment notamment de la mort, au moment de la disparition du visible, que l'habit apparaisse tout différemment, et qu'il apparaisse justement comme un habit de gloire. Et je pense toujours à un récit que quelqu'un avait raconté, un récit où une personne était en relation avec une personne dans son travail, était en relation avec une personne qui était âgée, malade, et alors qu'elles n'étaient pas ensemble, l'autre est décédée, elles n'étaient pas ensemble. Mais elle a eu un rêve au moment, la nuit du décès. Elle a eu un rêve que j'avais raconté une fois, ça m'avait toujours frappé ce rêve. C'est un rêve touchant les habits, justement. Elle voyait cette autre personne, celle qui était décédée cette nuit-là, et qui lui demandait à boire. Alors, elle lui a demandé à boire en montrant son verre. Et elle lui a versé à boire. Elle lui a versé à boire cette nuit-là, dans le rêve. La personne qui raconte le rêve versait à boire à la personne qui venait de décéder cette nuit-là, donc la même nuit, et elle voyait, pour les habits, elle voyait que l'autre, qui était une personne, je ne sais pas, qui devait avoir autour de 80 ans, elle était habillée avec une veste cintrée rouge avec des ficelles, la tenue avec des ficelles, enfin quelque chose qu'on porte plutôt pour les soirées, et avec un pantalon bouffant à la turque, mais très très élégant. Donc un habit de gloire, un habit extraordinaire, un habit merveilleux, puis de haute fantaisie. Et au moment du passage, au moment de la mort qui est associé pour nous à toutes sortes d'images plus ou moins terribles, en fait, ce n'était pas du tout le terrible ni l'horrible qui apparaissait. Ce n'était pas non plus les bandelettes du défunt. C'était au contraire l'habit de gloire, puis c'était l'habit de fantaisie, c'était l'habit de libération, avec quelqu'un qui revendique une sorte de bonheur à être au travers des couleurs et du rouge de son vêtement. Mais elle demandait quand même à boire. Elle avait quand même besoin qu'on lui donne un peu d'eau pour le passage. Peut-être parce qu'il fait chaud pendant le passage. Peut-être qu'il fait aussi chaud qu'en ce moment en Bretagne. Et que dans ces moments-là, c'est pareil, on se donne à boire mutuellement, on se verse à boire. Vous boirez bien un petit coup pour le passage. Et la personne va passer grâce à ce qui est donné à boire, c'est-à-dire grâce à l'aide, grâce à la relation, grâce au don humain. C'est sans doute donner à boire, là, tout ce que la personne qui rêvait avait déjà donné.
Elle avait déjà donné dans la relation à la personne qui allait mourir. Et au moment où l'autre mourait, eh bien, elle retrouvait ce don et elle savait qu'elle pouvait demander à boire. Elle savait qu'elle aurait à boire. Il y avait là une sorte de relation à distance entre quelqu'un qui était en vacances, qui avait pris ses vacances, et l'autre qui avait pris de très grandes vacances par rapport à l'existence, qui partait de l'existence, et l'une versait à boire à l'autre, tout simplement parce que la relation était forte, et que dans l'ensemble de la relation, déjà avant, elle avait versé à boire. Donc les gens qui disent qu'on meurt comme on est, c'est-à-dire nu, c'est pas tout à fait vrai. On pourrait leur raconter ce rêve, leur dire « Ah non, je regrette, il paraît qu'on meurt avec un habit rouge et des cordelettes et un pantalon bouffant à la turque. » Et les autres pourraient répondre « Oui, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est nu. » Et alors ça, c'est une autre question. De savoir, est-ce qu'on est nu? N-A-I-T, avec un chapeau sur le i, pour tenir chaud. Est-ce qu'on est nu? Quand on est né, on est nu, ça, oui. Mais avant de naître, personne n'est nu. C'est-à-dire, souvent on dit, on est nu comme si ça allait de soi. Mais encore une fois, avant de naître, un enfant n'est pas nu. Il est très habillé. Il est même chaudement habillé. Il est habillé du corps de sa mère. Ben, c'est un vêtement. C'est-à-dire que la nudité, ça n'existe pas avant la naissance. Ça fait partie des évidences dont il faut se souvenir. Alors en général, évidemment, ces évidences-là, on ne les voit pas, c'est trop évident. On croit que la nudité, c'est naturel. Non, c'est naturel par rapport aux vêtements tissés, tout ça, bien sûr, ça c'est tout à fait naturel. Mais c'est peut-être pas si naturel que ça, puisque pendant 9 mois, on n'est pas nu. Donc finalement, c'est un événement nouveau. C'est peut-être un événement naturel, sans doute naturel, mais c'est un événement nouveau. C'est pas primordial. Au début, on n'est pas nu. Donc, faut apprendre. Déjà qu'il faut apprendre plein de choses quand on existe. Mais il y a un moment donné, il faut apprendre cette nudité qui est la nudité de la naissance. Alors, il y a des histoires, des contes, des légendes, des récits initiatiques pour parler de la nudité de la naissance. Alors, il y en a un qui est bien connu, qui est célèbre dans la Bible. C'est célèbre, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Avec une phrase qui est traduite en français, comme ça, que tout le monde connaît ou a connu ou a entendu. Et ils virent qu'ils étaient nus. Voilà. Ça fait partie un peu de ça, de cette naissance, la relation entre... Ça commence et il y a cette question de la nudité, du non-vêtement. Bon. Et ce qu'on ne voit pas, c'est le problème grammatical de la concordance des temps. Vous savez, ça c'est un sacré problème. Moi, des fois... j'y arrive plus, on ne sait pas, la concordance des temps c'est très très dur. On croit qu'on a compris, et puis on se rend compte qu'on n'a pas compris. Et puis on se rend compte que sous couvert de règles grammaticales, ça va éviter de se confronter à des questions très très importantes, c'est-à-dire la question du sens. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue des temps, du point de vue de la concordance des temps, et ils virent qu'ils étaient nus. Parce que on ne peut pas dire, et ils virent qu'ils sont nus. Tout le monde dirait, vous ne parlez pas français. Bon d'accord. Alors, est-ce qu'ils virent qu'ils étaient nus? Ça veut dire qu'ils virent qu'ils étaient nus avant de le voir? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils virent qu'ils étaient nus au moment où ils le voient? Yeah. Non mais c'est une question... Ça c'est pourtant une question importante. Des fois, on dit des choses comme ça, personne ne rit, et des fois on dit des choses importantes, et on ne peut pas s'empêcher de rire. Et pourtant c'est important. Est-ce qu'on est nu avant de le voir? Voilà la question. Qu'est-ce qui fait que Adam et Ève se vivent nus? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient nus? Ou est-ce que tout à coup, c'est parce qu'ils ont vu que eux, ils étaient d'une certaine manière? Autrement dit, la nudité, est-ce que c'est l'état du corps? Ou est-ce que c'est l'état du regard? Ah, quand même une question. Est-ce qu'on est nu avant de se voir? Voilà. Ben, on n'en sait rien. En tout cas, la Bible est extrêmement claire là-dessus. On n'en sait rien. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Alors on peut faire toutes les hypothèses, ça c'est tout à fait possible. Alors on invente des versions, des traditions, on peut faire. Mais d'après le texte lui-même, il est impossible de trancher, savoir s'ils étaient nus avant de le voir. C'est le regard qui est la question, là encore. Et ce regard, il vient du fait qu'on leur a dit qu'il ne fallait pas faire quelque chose, et puis vous savez, ils l'ont fait. Mais ça,
en général, ça se passe dans des tas d'histoires et dans des tas d'histoires réelles. C'est-à-dire qu'on va bien sûr faire ce qu'on nous dit qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, on va le faire. Mais au moment où ils font, au moment où ils vont, disons, transgresser, souvent l'interprétation est une interprétation moraliste, sexuelle, etc. Mais ce n'est pas ça là qui va nous intéresser, qui va nous importer. Ce qui est important, c'est qu'ils se sont séparés d'une parole. C'est ça qui est important. Or, la parole ne leur disait pas « vous ne mangerez pas de ce fruit-là », c'est pas tellement ça, ça c'était la parole accessoire, c'était le petit B. Le petit A, c'était « vous mangerez du fruit de l'arbre de vie ». C'était donc une injonction, un encouragement. Bon, ils se sont un petit peu séparés du fruit de l'arbre de vie. Dès cet instant est né le regard. Le regard est né de la séparation. Le regard sur soi est né de la séparation de quoi ? De la plénitude. Ils étaient dans une sorte de plénitude. Donc quand on est dans une plénitude, on n'a pas besoin d'avoir conscience de soi. C'est pour ça que je dis l'éveil de la conscience, vous savez, c'est à prendre avec modération. Être vraiment, c'est pas être conscient. Quand on est conscient, on n'est pas vraiment, puisque quand on est vraiment, on est dedans. Donc eux, ils sont dans la présence. Ils sont dans la présence, ils sont dans la pleine présence. Et puis tout à coup, ils se séparent un petit peu de cette présence. Alors qu'est-ce qui se passe quand on se sépare un petit peu de la présence ? On entre dans le manque. Et à ce moment-là, ils virent qu'ils étaient nus, on peut l'entendre, et ils se sont rendus compte qu'il leur manquait quelque chose. Ils se sont rendus compte qu'il leur manquait justement ce qu'ils avaient 5 minutes avant de se séparer d'un chouïa de la parole qui leur avait été adressée. Et c'est ce chouïa de séparation, cette chose extrêmement ténue qui consiste à se décaler par rapport à sa vie profonde, qui fait qu'on porte un regard sur soi. Et dès l'instant qu'on porte un regard sur soi, on voit pas forcément qu'on est nu physiquement. On voit, on sent, on comprend, on sait qu'il nous manque quelque chose. Et alors il y avait des traditions, ça c'est vrai, c'est pas des histoires, c'est vrai. Il y avait des traditions qui disaient être nu pour Adam et Ève, c'est avoir perdu leur corps de gloire ou leurs vêtements de gloire. Ils avaient perdu leur corps glorieux, c'est ça, être nu. Et avant, comment ils étaient ? Mais ils étaient nus aussi, mais ils étaient dans leur corps glorieux. Donc ils n'étaient pas nus puisqu'il ne leur manquait rien, puisque le corps glorieux est corps de plénitude. Alors quand on se rend compte qu'on a perdu son corps glorieux, on se rend compte de ça dans un jardin, comme ça, un beau jour, on se dit c'est bête, on avait notre corps glorieux à 5 minutes, et pour une bêtise, pour 3 fois rien, pour une pécadille, on a perdu notre corps glorieux. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se fabriquer des vêtements. Voilà. C'est-à-dire qu'on va accepter l'histoire, puisque c'est comme ça, on va accepter l'histoire, et on va se fabriquer des vêtements en mémoire du corps glorieux pour se souvenir qu'on avait ce corps glorieux. Et que notre corps historique, c'est un corps de transition, c'est un corps transitoire, le temps qu'on retrouve le corps glorieux. Et pour pas qu'on oublie, parce que des fois il y a des transitions très longues, pour pas qu'on oublie, on va se fabriquer des vêtements pour symboliser, pour dire, pour faire mémoire du corps glorieux qu'on avait. Donc au début, dans l'état naturel, personne n'est nu, tout le monde est dans son corps glorieux. Et puis après, il y a quelque chose qui se passe, qui va être repris dans la naissance, et qui est qu'on se sépare de ce corps glorieux. Et c'est ça, être nu, être avec ce manque, être dans cette faim, dans cette soif, dans cette insatisfaction, dans ce désir, dans ce besoin, c'est ça. Et à ce moment-là, commence l'histoire du vêtement, sur laquelle, comme je vous l'ai promis, nous ne nous étendrons pas, commence l'histoire du vêtement, c'est-à-dire à la fois la mémoire du corps glorieux, et puis la quête de ce corps glorieux. On va de façon symbolique, on va essayer de retrouver, on va essayer de rechercher ce qui manque. Et c'est pour ça, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on se revêt de vêtements, qu'on se met des vêtements. Et c'est pour ça qu'il y a les vêtements de mariée, les vêtements sacerdotaux, les vêtements de fête. C'est quand vraiment on met le paquet pour retrouver son corps glorieux. Et donc, si vous voyez dans une fête des gens habillés avec des vêtements tout à fait somptueux, extraordinaires, et que vous leur demandez pourquoi ils font ça, ils vous diront, c'est parce que nous avons la nostalgie de notre corps glorieux du temps du paradis perdu, alors on voudrait ne pas l'oublier et le retrouver au moment du paradis retrouvé. Ça se passe comme ça. Et dans les histoires, et dans les contes, et dans les rêves, ça se passe aussi comme ça. Et il y a un conte tibétain qui nous parle un petit peu de cette histoire-là, qui nous en parle dans un contexte que dans d'autres circonstances j'avais évoqué
et développer un contexte de psychologie familiale. Cette fois-ci, nous n'allons pas passer trop de temps sur la psychologie familiale. Vous savez, il faut un petit peu, mais pas trop, hein, parce que si on passe tous les jours de son temps à réfléchir sur la psychologie familiale, je ne vous dis pas ce qui se passe au bout d'un certain temps. Non, là, c'est un contexte, mais ce qui est important, c'est le vêtement. Alors, c'est l'histoire de quelqu'un d'une orpheline au Tibet. C'est souvent des histoires comme ça. C'est une orpheline au Tibet, et elle est élevée par une belle-mère qui n'est pas gentille, qui est une marâtre, et qui ne pense qu'à une chose, c'est de se débarrasser de l'enfant. Voilà, c'est tout ce qui l'intéresse. Et cette femme, elle a un ami, un homme, c'est un homme de sa connaissance, qui est bougon, qui n'est pas drôle, qui n'est pas de bonne société, qui veut toujours faire des ennuis aux autres, mais elle trouve que c'est un bon ami, un chic type et un bon camarade, et ils entretiennent de bonnes relations, alors que l'autre... bon. Et quand la petite fille devient jeune fille, quand elle a 15 ans, l'autre, il dit à son ami, il lui dit « votre fille, moi elle me plaît, j'aimerais l'épouser ». Et la marâtre est très contente, parce que d'un côté, elle fait plaisir à cet homme, et d'un autre côté, elle se débarrasse de l'enfant qui n'est plus tout à fait une enfant. Donc elle fait coup double, elle est très contente. À ce moment-là, elle lui dit d'accord, la jeune fille, elle pleure, mais à rien, on ne l'écoute pas, et on la marie. Alors elle est mariée, et espèce d'ogre, hein, pour employer un terme, et cet homme-là, il la prend par la main, et il l'enferme dans une chambre, il la boucle comme ça à double tour, et il lui dit qu'elle ne sortira de cette chambre que lorsqu'elle voudra vraiment l'épouser, être vraiment charnellement sa femme. Et alors qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre? Elle tire le loquet, et elle pleure. Et lui, il est furieux, parce que vous savez comment sont les gens. Il vous enferme dans une pièce, mais vous n'avez pas le droit de vous enfermer à l'intérieur. Il est furieux qu'elle ait tiré le loquet, alors qu'il l'a bouclé, mais elle n'a pas le droit, elle, de se boucler. C'est terrible, il y a des gens comme ça, ils sont terribles. Non seulement ils veulent que vous soyez enfermés, mais ils veulent que eux vous enferment, ils vous permettent même pas de vous enfermer tout seul. On n'a même plus le droit de s'enfermer tout seul. Alors, elle est dans cette situation-là, et elle pleure, et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a toujours quelque chose qui va se passer. Il y a un pigeon qui arrive. Alors qu'est-ce qu'il fait là, le pigeon? Il a sans doute entendu les pleurs de la jeune fille. Vous savez que les oiseaux, comme ça, croient qu'ils volettent, qui vaquent à leurs occupations d'oiseaux. Mais en réalité, les oiseaux écoutent ce que nous disons. Et de temps en temps interviennent quand ils trouvent que vraiment, non, on est allé trop loin, on pousse un peu trop, ou ils entendent des choses qui les scandalisent, qui les blessent, qui les choquent. Alors dans ces cas-là, ils interviennent, et le pigeon était intervenu. Il était intervenu en descendant par une fenêtre, qui était une fenêtre complètement ouverte, sans vitre, sans carreaux. La jeune fille, elle avait bien vu la fenêtre, mais elle voyait aussi qu'elle était inaccessible, pas moyen de sortir par cette fenêtre. Donc le pigeon, il était descendu par la fenêtre, il s'était posé sur le lit, et il avait dit, parce qu'en ce temps-là, au Tibet, les pigeons parlaient, il avait dit à la jeune fille de ne pas pleurer, toujours comme ça, c'est le consolateur, il avait dit ne pleure pas, je vais te faire un cadeau, je vais te donner toutes mes plumes, et tu t'en feras une robe blanche. Elle ne fait pas attention, elle pleure, et puis elle se réveille, parce qu'en fait c'était un rêve, elle rêvait. Et qu'est-ce qu'elle voit à son réveil? Elle voit qu'il y a des plumes blanches sur le lit. Donc au moment où elle se réveille, elle voit que c'était un rêve et que ce n'était pas un rêve. C'était un rêve puisqu'elle se réveille. Et c'était pas seulement un rêve puisqu'il y avait effectivement les plumes blanches. Alors elle commence à coudre les plumes les unes avec les autres, et puis elle se revêt de la robe de plumes. Et puis elle entend que ça tambourine, et que l'homme, il veut absolument qu'elle sorte de la chambre et qu'elle devienne son épouse. Alors il va pour ouvrir la porte, et il défonce la porte, et au moment où il défonce la porte, choup, une colombe s'envole. C'est devenu une colombe. Elle s'envole. Et à partir de là, l'homme a alerté l'autre femme, et ils sont partis à la recherche de la colombe. Et la colombe, elle est arrivée chez un aubergiste qui habitait pas très loin de là, et qui était un homme très gentil, parce qu'il y avait aussi des gens très gentils. Et l'homme très gentil, il voit arriver la colombe, et la colombe se plaint, elle a un roucoulement plaintif, alors lui il reconnaît, au roucoulement d'une colombe, si le moral est bon ou pas bon. Et il s'est dit, elle a peut-être soif.
Alors il lui donne à boire. Et dès l'instant que la colombe plonge le bec dans l'eau, hop, elle se retransforme en jeune fille. L'homme est très étonné, il demande où est la colombe. Alors elle se présente, elle dit « c'est moi ». Alors le temps qu'ils comprennent, ça met un petit moment, puis finalement, ils s'entendent bien, et il la considère comme sa fille. Et alors il la fait travailler à son auberge, mais travaillez pas dur, hein. Juste ce qu'il faut pour qu'elle ait l'impression quand même de servir à quelque chose, et puis en échange, elle est bien nourrie, elle est bien vêtue, elle est bien logée, enfin tout va bien, quoi. Elle a retrouvé un vrai père. Oui, seulement voilà, un beau jour, elle entend tambouriner à la porte de l'auberge et elle reconnaît deux voix qu'elle connaissait bien. La voix de sa belle-mère, la voix de la marâtre, puis la voix de son mari, enfin, de quelqu'un à qui elle a été mariée de force. Alors elle a très très peur. Mais pour comprendre ce qui va se passer après, il faut remonter un petit peu dans le temps et savoir et voir qu'il y a eu un petit épisode, avant qu'on tambourine, avant de reconnaître les deux voix méchantes de ces deux personnes, un petit épisode où la jeune fille a demandé pourquoi ils mangent et ils boivent dans de la vaisselle de bronze, alors qu'en haut, sur l'étagère, il y a de la vaisselle en or et il y a de la vaisselle en fer. Et l'aubergiste lui a dit « Ouh là là, surtout, tu ne te sers pas de la vaisselle en or et tu ne te sers pas de la vaisselle en fer. » Alors vous voulez peut-être savoir pourquoi. Elle aussi, elle voulait savoir pourquoi. Alors elle a demandé pourquoi. Pourquoi toujours le bronze? La vaisselle en or, c'est pour les immortels. La vaisselle en fer, c'est pour les diables. Donc l'aubergiste, dans sa grande sagesse, pensant qu'il n'était ni un diable ni un immortel, a choisi pour les humains sympathiques la vaisselle de bronze, humblement. Et c'est pour ça qu'il mangeait dans la vaisselle de bronze. C'est important parce que vous allez comprendre la suite, déjà vous avez compris. Alors les autres, évidemment, ils tambourinent, et puis finalement, ils rentrent. Et au moment où il rentre, l'aubergiste a le temps de dire à la jeune fille, il lui dit « Va vite chercher ta robe de plume ». Elle va chercher sa robe de plume, et qu'est-ce qu'elle fait avec sa robe de plume? Hop, elle se transforme. Elle se transforme en colombe. Oui, mais les autres, justement, ils n'ont pas dit « On a perdu une jeune fille ». La marâtre ne dit pas « J'ai perdu ma fille », puisqu'elle ne la considérait pas comme sa fille. L'homme ne dit pas « j'ai perdu mon épouse », parce qu'au fond, il ne la considérait pas comme son épouse, mais comme son esclave. Ils disent tous les deux « on a perdu une colombe ». Ah, ça tombait mal, parce que justement, il y avait une colombe qui était en train de se réfugier sur l'étagère, derrière les vaisselles, sur l'étagère. Et alors, les autres, ils la voient, et ils disent à l'aubergiste « mais justement, c'est une colombe comme ça, il faut que vous l'attrapiez pour voir si c'est notre colombe ». Alors l'aubergiste, il essaie d'attraper la colombe, enfin il fait semblant d'essayer d'attraper la colombe, qui a très peur, qui se demande pourquoi tout à coup cet homme si gentil essaie de l'attraper, puis il a le temps de lui chuchoter en lui disant « t'inquiète pas, je n'essaierai pas de t'attraper, n'aie pas peur ». Il redescend et il dit, vous savez cette phrase extraordinaire que nous avons entendue des milliers de fois, il dit « vous prendrez bien un petit verre, vous prendrez bien un petit verre avec moi, ça ne se refuse pas un aubergiste qui vous offre un verre. Vous avez déjà essayé de refuser ça ? C'est déjà difficile en dehors des auberges, mais alors quand c'est le patron lui-même qui vous propose un verre, on ne peut pas refuser. » Ah, les autres lui disent « oui, mais la colombe, mais laissez-la, elle va redescendre, pour l'instant elle est effarouchée, elle a eu peur un petit peu de votre arrivée, mais elle va se tranquilliser, puis à ce moment-là on l'attrapera, vous prendrez bien un petit verre. » Bon, alors il prend 2 grands verres en fer, et puis il leur offre du vin, et puis ils boivent du vin dans les verres de fer. Et puis à ce moment-là, leurs mains se transforment, et puis leur visage se transforme, puis ils ont un bec, et puis ils ont des serres aux mains, et puis ils ont des grandes plumes noires, et puis ils se transforment en 2 corbeaux croissants qui sortent par la fenêtre et qu'on n'a plus jamais revus. Voilà comment ça se termine l'histoire tibétaine. Grâce à l'aubergiste, bien sûr, mais surtout grâce au pigeon, qui a bien voulu donner ses plumes, comme le mouton donne sa laine. Et la jeune fille, l'enfant, a utilisé la robe de plumes, a utilisé ce vêtement de gloire pour échapper à une misère de la condition humaine. L'enfant s'est réfugié à un autre plan
nous, ce que nous appelons le plan de l'archétype, le plan de cette espèce d'universalité psychique à l'intérieur de soi. L'enfant va utiliser ce plan intérieur pour échapper à une violence psychologique qui est faite autour d'elle. Mais c'est bien le pigeon qui a donné ses plumes. Il les a données de façon sacrificielle, mais sans mourir. C'est un sacrifice non sanglant. Il récupérera, ça repoussera, on pourrait dire, ses plumes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la jeune fille doit coudre les plumes. C'est pas un vêtement comme ça tout cuit. Il faut le recomposer, il faut le refaire, il faut qu'elle devienne oiseau. Devenez oiseau et vous n'aurez plus de problème dans l'existence. Voilà, c'est un petit peu ça. Comment est-ce qu'on devient oiseau? On attend qu'il y ait un pigeon qui veuille bien vous donner ses plumes. Voilà. À quoi est-ce qu'on reconnaît le pigeon? À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'il donne ses plumes? Enfin, toutes ces questions restent, nous les aborderons au chapitre des questions dans quelques jours, et vous verrez que ce sera tout aussi insoluble qu'aujourd'hui. Mais l'important aura été de rouler la question. En tout cas, elle a reçu le don des plumes. Elle a reçu, comme ça, cette capacité à passer à un autre plan. Elle a reçu cette capacité à se libérer d'une sorte de plan existentiel malheureux, d'une existence malheureuse. Elle a trouvé cette ressource en elle. Et grâce à cette ressource, elle a aussi acquis une séparation, une conscience entre l'or et le fer, entre un bien et un mal, entre un bonheur et une dégradation profonde de son être, parce qu'elle a accepté cette voie du milieu qui est le chemin du bronze, parce qu'elle a accepté, avec l'aubergiste, une sorte de voie humble, très humaine, où on n'essaie pas de devenir de l'or, et où on fait attention quand même à ne pas tomber, à ne pas retomber dans le fameux âge de fer, qu'on pourrait interpréter sur un plan psychologique et non plus religieux comme une régression, tout simplement. Le fer représenterait là une régression. Or, ce qui est important de voir, c'est que l'homme et la femme qui sont méchants sont changés en corbeaux. Ils régressent. Elle n'est pas changée en pigeon ni en colombe, ou plutôt, elle est changée, mais elle peut redevenir. Elle peut aller en avant et en arrière. Elle n'est pas transformée pour toujours en colombe. La colombe est un état intermédiaire. Et ça passe par le sens du vêtement. Alors que l'homme et la femme, qui eux ne sont pas gentils du tout, eux vont être transformés pour toujours. Ils ne peuvent pas utiliser cette forme comme un vêtement qu'on prend et qu'on laisse. Ils sont prisonniers de la forme. Ils sont pris dans une forme qui va devenir une forme définitive. Alors que la forme, la métamorphose de la jeune fille, c'est quasiment un vêtement. C'est bien une robe de plumes blanches, puisqu'elle peut laisser la forme de la colombe, reprendre la forme de la colombe. Et ça, c'est important dans les récits de métamorphose, dans les récits de changement de forme, de voir si la personne qui vit la métamorphose, si elle est libre par rapport à cette métamorphose qu'elle prend et qu'elle laisse comme un vêtement, ou si au contraire elle est prisonnière de la métamorphose, si à ce moment-là elle se perd dans une forme qui est finalement une forme de régression. Ça, c'est un conte tibétain. Alors on va revenir en Occident pour un beau rêve que quelqu'un a fait, quelqu'un qui se voyait dans son rêve dans le hall d'un monastère. Et dans le hall du monastère, tout à coup, ça résonne, parce que on frappe à la porte. Et on frappe à la porte avec des objets contendants qui sont des statuettes de bois ou de pierre, comme pour faire sortir les gens qui sont dans le monastère. Alors, elle est étonnée de ça. Elle est étonnée, et puis, dans un deuxième temps, il y a quelqu'un qui sort. Voilà, il y a une personne qui sort. Et dans un deuxième temps, elle se voit rentrant dans la chapelle. Et rentrant dans la chapelle, elle est étonnée, elle était déçue, parce que les religieuses qui sont là ne prient pas, mais bavardent. Elles bavardent. Alors elle est déçue de les voir bavarder, et du coup elle ressort de la chapelle et elle passe dans la lingerie. Et dans la lingerie, elle voit quelque chose vraiment qu'elle trouve extraordinaire, qui est une chemise blanche, toute simple, très sobre, extrêmement sobre, parmi d'autres chemises beaucoup plus complexes, beaucoup plus recherchées. Et cette chemise dégage une très grande beauté, de par sa sobriété dans le rêve, et de par aussi une pierre précieuse qui est accrochée. Alors elle voit ça. Et puis après,
Après, elle va pour sortir et elle voit une dernière scène, une dernière image tout à fait étonnante, tout à fait étonnante. Elle voit des brebis revêtues de vêtements faits au crochet qui se rapprochent de l'autel comme pour une cérémonie de consécration. Voilà, ça se termine comme ça. Ah, c'est une histoire d'habits. C'est une histoire d'habits et c'est une histoire aussi de sortie. Parce que les beaux habits, ils sont dehors. Ah, ils sont dans un au-dedans qui n'est pas vraiment le centre. Ils sont un peu au dehors. Le début, il y a une injonction intérieure. Ça résonne, on frappe à la porte. Je crois qu'il y a une nouvelle comme ça de quelqu'un qui s'appelle Dino Buzzati, je crois qu'il s'appelle « On frappe à la porte », je crois me souvenir. On frappe à la porte, bon, plein de personnes ont fait ce rêve-là, et il y a quelqu'un qui frappe. Alors, c'est qu'il y a un appel, c'est qu'il faut ouvrir. Alors, dans le rêve, ça vient de l'extérieur. Et pourtant, le sens est intérieur. Alors pourquoi est-ce que l'appel intérieur, au moment où il se symbolise dans un rêve, prend l'image de l'appel extérieur? Eh bien, c'est parce qu'on était à l'envers. C'est très simple. Donc quand on est à l'envers et qu'on veut vous rappeler à l'intérieur de vous-même, on va vous dire de sortir, si vous êtes à l'envers. Si on n'est pas dans la bonne intériorité, mais qu'on croit qu'on y est, eh bien c'est le monde extérieur qui va nous rappeler à nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est ici l'erreur de l'intériorité? Eh bien c'est la chapelle. La chapelle est l'image cultuelle, l'image du culte, l'image d'une imitation de l'intériorité, on pourrait dire. Or cette chapelle est décevante, puisqu'on y bavarde. Alors, est-ce que ça veut dire que les religieuses ne prient pas? Non, ça veut dire que certaines prières sont des bavardages, c'est ça que ça signifie. Certaines, pas toutes, certaines sont des bavardages. Donc comment est-ce qu'on se libère de la prière bavardage? En cessant de prier pour retrouver la vraie prière qui est peut-être la non-parole, ou la non-prière, non-bavardage. C'est toujours cette inversion entre intériorité et extériorité. Et donc, elle est appelée comme à l'extérieur d'elle-même parce qu'elle s'était trompée dans l'intériorité. Comme elle avait pris un chemin trop imagé de l'intériorité, au moment où on la rappelle à une plus profonde intériorité, eh bien, on prend l'image du dehors. C'est le dehors qui l'appelle au dedans. Et qui l'appelle avec quoi? Avec ces sortes de statuettes de bois ou de métal qui sont justement les archétypes. Les voilà, les représentations archétypiques. La personne entre en relation avec ce plan des archétypes et immédiatement elle est comme appelée vers elle-même, vers quelque chose qu'elle ne connaît pas, comme s'il fallait sortir d'elle, ou de ses habitudes, ou de ses schémas, de ses images toutes faites qu'elle avait dans la tête, pour trouver sa véritable intériorité. Mais il y a quelqu'un qui sort. Alors la personne qui sort, je dirais, c'est la part qui est entrée. Si vous me suivez, puisque c'est inversé. Mais il n'y a qu'une part qui est entrée au-dedans. Et le reste de la personne continue de se tromper. Donc elle va dans la chapelle, elle s'est trompée, ce n'est pas la chapelle qui est le lieu sacré, c'est la lingerie. C'est ce qui était dévalorisé, c'est ce qui était à côté. C'est les coulisses qui étaient la scène de théâtre. Et la scène apparente, c'était des coulisses, ça c'était moins important. Là encore, c'est inversé. Le sacré n'est pas là où on pensait qu'il était. C'est le quotidien qui est sacré. Et qu'est-ce qui est sacré particulièrement? La chemise toute simple, ce qu'il y a de plus quotidien. C'est justement pas le vêtement sacerdotal, c'est pas le vêtement de la congrégation, ce n'est pas le vêtement religieux, c'est le vêtement le plus simple qui est sacré. C'est lui qui est sur cette espèce de siège, enfin dans le rêve c'est une espèce de siège ou de porte-habit. Enfin, moi j'aurais envie de l'appeler la chemise périlleuse, c'est un peu le vêtement périlleux, tellement il est simple. Un peu comme dans l'histoire du siège périlleux. En fait, c'est peut-être le siège le plus simple. Et c'est de se revêtir de la plus grande sobriété. C'est peut-être ça qu'on fait au péril de. C'est peut-être ça qui est périlleux. Parce que ça va défaire, ça va démolir des constructions imaginaires. Et est-ce qu'on va tenir le coup pendant cette démolition de nos constructions imaginaires? C'est peut-être ça qui est le passage périlleux. Alors ça se passe comme ça. Elle voit ce vêtement et elle voit non seulement la sobriété, la belle sobriété de la chemise, mais elle voit le bijou. Le bijou qui est comme pour attester que la beauté est dans ce qui est simple. Le bijou est la révélation de la beauté de ce qui est plus simple. Elle voit ça, elle le voit.
Et à ce moment-là, elle a la dernière image, les brebis qui viennent à l'autel. Alors je rappelle toujours, on ne le dira jamais assez, que quand les humains font mal leur travail d'humanité, ce sont les animaux qui arrivent à la rescousse pour le faire. Et quand les humains ne se revêtent pas d'une attitude intérieure suffisamment vivante, eh bien, ce sont les animaux qui vont se revêtir de leurs beaux habits au crochet. Vous savez que d'habitude, les animaux ne s'habillent pas. Bon, ils nous laissent ça. Mais si vraiment on ne fait pas assez attention à la façon dont symboliquement, je parle bien symboliquement, hein, je ne veux pas dire la façon dont on s'habille, la façon dont on s'habille symboliquement, eh bien un beau jour ils vont nous dire, bon bah écoutez, non vraiment on ne peut pas vous laisser continuer les choses telles que vous les faites, on va vous montrer comment on fait. Et eux, ils viennent avec leurs habits au crochet, mais ces habits, c'est des habits faits à partir de leur laine, à eux. Bon, qui est-ce qui a travaillé au crochet ? Le rêve ne le dit pas. Est-ce que ce sont les brebis elles-mêmes qui, certaines nuits, font semblant de dormir et en fait font des concours de crochet ? On ne sait pas. En tout cas, c'est une belle image d'alliance entre la nature et le travail. Parce que le corps des brebis, c'est la nature. Et le vêtement au crochet, c'est le travail. C'est ce qui est élaboré. C'est le monde culturel. Et là, il y a une belle alliance entre nature et culture, entre nature et travail, entre simplicité, évidence, et puis de l'autre côté, ce qui est recherché, ce qui est élaboré, ce qui a été façonné, ce qui est une civilisation. Et c'est elles qui montent, les brebis qui montent à l'autel. Et pourquoi c'est elles qui montent à l'autel ? Parce qu'elles viennent du dehors. Parce qu'elles ont peut-être dormi dehors. Parce qu'elles viennent justement du monde extérieur. Alors on pourra dire, mais c'est une représentation traditionnelle des âmes. On dit bien les brebis égarées, les brebis pas égarées, etc. C'est des âmes, peut-être. Mais c'est des âmes très corporelles. Et c'est des âmes qui viennent des champs. C'est des âmes qui viennent de la nature, c'est des âmes qui viennent de la campagne. Et qui viennent pour restaurer quelque chose qui a été un peu abîmé, cette confusion entre monde intérieur et monde extérieur. Et leurs habits montre la réalisation. L'habit est ici, comme les traditions que j'évoquais tout à l'heure, l'habit est bien ici le vêtement de gloire, c'est-à-dire la représentation de l'ancien corps de gloire, comme le vêtement de plume blanche était la représentation de l'ancien corps de gloire, du temps où les gens volaient, du temps où les êtres, étaient en relation avec l'éternité. Alors ils volaient comme les oiseaux. Et ici, ce sont les brebis qui sont revêtus de leur ancien ou de leur nouveau corps de gloire. Tous les habits ne sont pas des souvenirs de notre ancien ou de notre corps de gloire à venir. Certains ont pour fonction plutôt d'être le territoire immédiat. On pourrait l'appeler comme ça. Les habits, c'est le territoire immédiat. Alors, si vous avez une chambre, vous pourrez dire que votre territoire, c'est votre chambre. Si vous avez une maison, ce sera votre maison. Mais si vous n'avez pas de maison, si vous n'avez pas de chambre, et si vous reste quand même une salopette, eh bien, ce sera votre territoire. C'est ce qu'il y a de plus ténu, justement, c'est ce qu'il y a de plus de simple, qu'on peut porter toujours sur soi, et qui est quand même pas soi. C'est le territoire immédiat. C'est pour ça que les gens n'aiment pas qu'on leur prenne des habits dans la rue. C'est leur territoire. Et si on leur prend le territoire, ils deviennent violents. Et ce territoire immédiat, il a à voir avec la construction, là on va revenir vraiment à de la psychologie toute simple, ça a à voir avec la constitution de l'individu, de l'identité personnelle. Et tout le monde sait comment on se construit dans son identité personnelle, c'est-à-dire qu'il faut trouver suffisamment ce qu'il y a de commun et d'universel à tout le monde, et suffisamment ce qu'on a de particulier et d'unique. C'est comme ça qu'on construit son identité. Et c'est comme ça qu'on devrait, dans les magasins de vêtements, poser les questions aux vendeuses et aux vendeurs. On leur dit, voilà, je cherche un habit qui soit suffisamment universel pour qu'on le trouve tout à fait normal dans la rue, mais suffisamment personnalisé pour qu'on sache que seul moi je le porte. Voilà. C'est ça la bonne question à poser. Et peut-être que les vendeurs et les vendeuses nous répondraient « Ah oui, c'est toujours la question qu'on nous pose ». Et on essaye, mais c'est très, très difficile. Des fois, on a tendance à être trop commun, ou puis de temps en temps, on tombe dans
extravagance qui finalement n'occasionne que des ennuis. Alors c'est difficile de trouver cette espèce d'équilibre entre les deux. Alors on tâtonne, puis de temps en temps on fait des dérapages dans un sens ou dans un autre. Des fois il y a des collectivités entières qui font des dérapages, alors ça s'appelle des tenues uniformes. Puis de temps en temps au contraire on se paye le luxe de l'extravagance. Pendant un moment ça fait du bien, mais des fois, rétrospectivement, on se demande comment est-ce qu'on a pu s'habiller comme ça, quoi, rétrospectivement. Mais au moment où on le fait, on trouve ça bien. Alors c'est un territoire comme ça immédiat, et c'est cette construction de l'identité personnelle. Et je pense là encore à un rêve que quelqu'un avait fait. Une personne qui se voyait dans un champ avec sa mère en train de trier les habits de sa grand-mère qui était décédée. Alors, elle avait fait plusieurs rêves depuis le décès de sa grand-mère, mais d'habitude, dans les rêves, sa grand-mère n'était pas décédée, alors que dans ce rêve-là, la grand-mère est décédée, comme dans la réalité. Et c'est dans ce rêve-là qu'elle fait le tri des habits avec sa mère. Alors, il y a des habits qui sont froissés, qui ont besoin d'être repassés, alors elle les met dans un coin. Il y a des habits qui sont sales et qui ont soit besoin d'être lavés, le rêve ne le dit pas, soit besoin d'être jetés, alors on fait un autre tas, et elles font le tri comme ça, de ce qui convient, de ce qui ne convient pas, de ce qu'on peut garder, de ce qu'il faut jeter, et en même temps, elle trouve des habits de son grand-père, qui lui était décédé depuis longtemps. Eh bien, ce tri des habits représente à la fois un héritage, bien sûr, mais aussi l'intégration de l'héritage. Et grâce à ça, une construction de l'identité personnelle. C'est-à-dire que la personne, en fait, va grandir dans son identité, on pourrait dire les choses comme ça, grâce au deuil de la grand-mère. Parce que ce qui est frappant, c'est que dans les rêves où la grand-mère n'était pas encore décédée, il n'y avait pas d'héritage. C'est quand dans le rêve la grand-mère est décédée qu'il y a l'héritage des habits. Alors, ça peut être des héritages physiques, ça peut être quelque chose d'ordre génétique, pourquoi pas. Mais c'est aussi un héritage symbolique, quelque chose sur lequel on est libre. Parce que si c'était simplement en génétique, quel sens ça aurait de dire « Ah oui, ça j'en veux pas, ça j'en veux, ça j'en veux pas ». Alors, est-ce que les nourrissons, finalement, ils traitent comme ça leur héritage génétique en disant « Non, ça j'en veux pas, ça j'en veux ». Peut-être. Mais enfin, on n'en sait rien, c'est pas sûr. Ce qu'on peut penser, notamment au moment de la préadolescence, ça c'est certain, au moment de la préadolescence, l'héritage psychologique, là, tous les préadolescents, ils font ça. Ça j'en veux pas, ça j'en veux, ça j'en veux pas. Et puis après, ça change. Ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas non plus. Tiens, oui, ça c'est drôle, j'en veux quand même, et ça j'en veux pas. Bon, il y a toujours un moment du refus, il y a un moment où le tri va dans le sens du refus. Mais on oublie, à l'inverse, que le refus est un tri, et que c'est grâce au refus qu'à un moment donné, on va pouvoir accepter une part de l'héritage. C'est bien parce que je peux dire non que je vais pouvoir dire oui. C'est parce que je peux refuser une part de l'héritage que je vais pouvoir intégrer la part qui m'intéresse. Donc là, il s'agissait d'intégrer la part intéressante. Et puis il y a des choses qui sont intégrables, mais pas en l'état. Alors c'est ce qui a besoin d'être repassé ou d'être encore lavé. C'est-à-dire ce qui était bon dans l'héritage, mais qui a besoin d'être retravaillé psychiquement dans l'existence individuelle. Et c'est comme ça qu'on constitue aussi son individualité. En faisant le tri de l'héritage, et ici ce sont les vêtements, ce sont les habits, qui vont servir de support symbolique par rapport à cet héritage, le refus et l'acceptation, et surtout le tri, puisque toute identité se fait grâce au tri. En regard, je vais raconter une petite parabole, une petite histoire, qui est moins drôle que le rêve, qui est extraite d'un traité juif qui s'appelle le Bahir, qui ressemble d'ailleurs à certains traités mystiques soufis. Chez les soufis, on retrouve ce genre d'histoires. Ce sont des histoires symboliques, belles, mais finalement plus dures que nos rêves qui sont, eux, plus souples et peut-être plus subtils. Alors, c'est une histoire qui est racontée comme une histoire, comme une parabole. C'est l'histoire d'un roi qui a convié ses amis à venir partager sa vie dans son château et qui leur a offert de très beaux habits. Et puis, ils sont mal comportés, ils n'ont pas été polis, ils se sont tachés leurs habits, enfin, ils ont fait du cirque dans le château, ils se sont couchés à des heures impossibles, enfin, c'était vraiment... Alors, puisque c'était comme ça, il les a tous mis dehors, après avoir récupéré les habits.
évidemment, parce que même un roi, il faut qu'il fasse attention. Donc il a récupéré les habits, puis qu'est-ce qu'il a fait avec les habits? Il les a lavés, et puis il a invité d'autres personnes, et puis il a donné les habits aux autres. Voilà. Alors c'est une histoire qu'on connaît bien, qui est racontée autrement dans les traditions chrétiennes et dans les traditions musulmanes. Bon là c'est dans la tradition juive, mais finalement c'est la même histoire. C'est on propose des habits à des gens, ils les traitent n'importe comment, puisque c'est comme ça. Hop, on récupère les habits et on les donne aux autres. Mais c'est un peu radical, parce que pourquoi ne pas éduquer les premiers? C'est un peu radical comme histoire. Alors que dans le rêve, il y a quelque chose de plus subtil, qui est le tri. Et peut-être qu'il faudrait faire un commentaire plus souple, en disant que dans l'histoire du roi, là, faut quand même pas trop s'inquiéter pour les premiers, parce que les premiers et les seconds, c'est peut-être les mêmes. C'est peut-être les mêmes, quoi. Alors, le moment où on renvoie les premiers, c'est le moment où on congédie le vieux moi, le premier moi, et puis on invite les seconds, c'est-à-dire l'être profond. Et c'est l'être profond qui va peut-être, lui, savoir recevoir les habits du roi. Mais si on prend trop de façon manichéenne l'histoire, on va dire il y a les bons et les méchants, il y a les réprouvés et puis les graciés. C'est un peu brusque, c'est un peu brutal, c'est un peu décourageant, pour ne pas dire désespérant. Tandis que si on fait le tri, on se dit c'est peut-être la même personne, c'est peut-être les mêmes, mais il y a un moment donné, on leur met les points sur les i, on leur dit que maintenant ça suffit, alors ça suffit comme ça, et qu'il faut qu'ils deviennent autres, et que s'ils deviennent autres, ils auront droit aux habits. Je terminerai cette causerie, puisque ce n'est pas une conférence, comme je le précisais tout à l'heure, par une facétie. Une facétie. Une facétie qui a été racontée par quelqu'un qui a voyagé au Canada et qui racontait des histoires des Indiens, je crois me souvenir que c'était des Indiens Creek. Alors, ces Indiens-là, ils se racontaient, eux, des histoires, parce qu'ils trouvaient que c'était très drôle de se raconter des histoires. Et alors, le voyageur, il a écouté quelqu'un qui racontait ces histoires chez les Indiens, il a traduit, et ça a été recueilli dans un livre qui s'appelle L'os aveu. L'os aveu. Alors j'en avais parlé un petit peu, je crois que c'était à Saint-Brieuc, L'os aveu. Alors de temps en temps, pour faire un bain de fantaisie, je vous recommande la lecture des histoires de L'os aveu. Alors, ce sont des histoires d'un joueur de tours. Et les joueurs de tours, là aussi, on les voit dans de nombreuses traditions. Ce sont des personnages facétieux, qui sont une espèce de dieux créateurs hautement fantaisistes, capables des pires bourdes, voulant faire des expériences pour s'amuser avec la nature, l'humanité, ce qui donne des circonstances tout à fait loufoques, parfois terribles, parce qu'ils sont, pour ainsi dire, non pas au-delà du bien et du mal, certainement pas, mais en deçà du bien et du mal, comme s'ils n'avaient pas vraiment une conscience morale très développée. Alors ils font des choses comme ça, bizarres. Alors là, c'est un joueur de tours, indien, du Canada, et qui a trouvé un os aveu. Alors si vous n'avez pas trop chaud, je vous raconterai tout à l'heure comment on fait pour trouver un os aveu, qui a trouvé un os aveu et qui s'est rendu compte que c'était un os aveu. Alors comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a trouvé un os aveu? On fait des vœux et ça marche. Avec l'os, il faut avoir l'os. Alors il a l'os, et puis au bout d'un moment, il fait des vœux. Mais il fait des vœux, je dirais, bêtes. Tiens, et puis ça se passe. C'est très très dangereux. C'est là où il faut apprendre, il faudrait normalement ne faire aucun vœu dans ces cas-là. Mais lui, c'est un joueur de tours, alors il fait des vœux. Et il s'est dit, tiens, je fais le vœu qu'un manteau porte un homme. Et immédiatement, ça se réalise. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui dormait, et au moment où il se réveille, il y a un manteau qui le porte. C'est-à-dire qu'il est dans le manteau, mais c'est le manteau qui porte l'homme. Alors ça se passe l'été. Et alors les autres gens lui disent, écoute, il faut que tu enlèves ce manteau, tu vas avoir trop chaud. Et l'autre, il dit, mais c'est lui qui me porte. Moi, je ne peux pas. Et en même temps, le joueur de tours a fait le vœu que l'homme, de toute façon, ait sa mémoire ankylosée et que donc il ne puisse pas du tout se souvenir comment on se déshabille. Alors, comme ça. Déjà, il y a le manteau qu'il porte et en plus, il ne se souvient pas comment on fait pour se déshabiller. Et donc, il est dans son manteau.
Il est prisonnier du manteau qu'il porte. Alors ça s'attroupe autour, les gens commencent à comprendre enfin la gravité de la situation. Alors ils utilisent des ruses aussi. Ils utilisent des ruses pour contrecarrer le tour du joueur de tour. Et ils commencent à parler au manteau. Alors ils lui disent « T'as pas faim ? T'as eu ton comptant de poisson ? T'as eu ta ration de poisson ?» Ils commencent pour essayer, bien sûr, de détourner l'attention du manteau et pour espérer que pendant ce temps, l'homme puisse sortir du manteau. Mais c'est le manteau qu'il porte, il peut toujours pas. Alors le manteau, sentant qu'il y a anguille sous roche, il répond sans répondre vraiment, et le joueur de tour s'amuse beaucoup, il trouve ça très intéressant. Il le dit d'ailleurs dans l'histoire, ça c'est très intéressant, c'est très très drôle, c'est très très drôle. Et puis, au bout d'un moment, et on va retrouver le thème de tout à l'heure sur l'intériorité et l'extériorité, il y a quelqu'un parmi les gens qui entourent et qui essaie de délivrer cet homme, prisonnier du tour, pour ne pas dire le sort, et qui disent au manteau « Tu veux pas venir te promener ? Allez, on sort !» Et le manteau, il est d'accord, et il sort. Et dès l'instant qu'il sort, il délivre l'homme. Il sort avec les gens. Et le joueur de tour, il trouve ça tellement drôle et tellement intéressant qu'il s'occupe plus de l'homme, il le laisse tranquille et il suit le manteau. Et ça se termine comme ça. Alors, évidemment, c'est très étrange. C'est très étonnant. C'est-à-dire, quand on lit ça la première fois, on ne comprend rien. Quand on écoute ça la première fois, on comprend. On comprend autant que quand on le lit. On se demande, mais ça va pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, un joueur de tour. C'est quelqu'un qui va jeter la conscience dans la perplexité. Et comment est-ce qu'il jette la conscience dans la perplexité? Par l'inversion. Justement, par l'inversion. C'est-à-dire que c'est le manteau qui porte l'homme. Et on pourrait dire, et après, à quoi ça sert? Moi, je trouve que c'est quand même comme le joueur de tour, que c'est pas inintéressant du tout. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, ce sont bien les habits qui nous portent. Et que bien souvent, nous sommes prisonniers de ces habits images de notre corps, qui ne sont pas notre corps. Que bien souvent, nous sommes prisonniers, sans parler des vêtements eux-mêmes, de nos images, que ce sont nos images qui nous portent, que nous ne savons pas comment faire pour sortir de nos images, que nous ne savons pas comment faire pour nous déshabiller de nos images, pour nous déshabiller de ces représentations fantasmatiques que nous avons de nous-mêmes. Et là, le joueur de tour, sous prétexte de se moquer, sous prétexte de faire quelque chose d'un peu bizarre, en fait, il révèle quelque chose de tout simple dans l'humanité. Et que nous sommes prisonniers de nos représentations, que nous portons sur nous-mêmes nos représentations et que ces représentations nous enferment. Et que là, le manteau enfermé. Et comment est-ce qu'on s'en sort? Justement en proposant à l'image de sortir, en proposant à l'image de partir, en proposant à l'extérieur d'aller vers l'extérieur, en proposant à ce qui n'a pas d'importance d'aller vers le sans importance. Et comme ça, l'homme qui était prisonnier du manteau, il va pouvoir s'en sortir. Or, ce qui est drôle aussi, c'est de voir que le joueur de tour, il ne va pas du tout harceler l'homme. Il trouve ça tellement drôle que le manteau soit vide, que le manteau soit sans homme dedans. Ça peut paraître une image facétieuse, une image un peu insensée. Et pourtant, et là je fais allusion à une situation très dramatique, très tragique, que quelqu'un avait racontée, quelqu'un qui travaille dans un service psychiatrique, où une jeune fille ou un enfant qui avait été agressé physiquement, sexuellement, eh bien ce qu'il dessinait, c'était des vêtements vides, justement. C'était ça, et que pour sortir l'angoisse, et que pour se délivrer, et que pour exorciser, eh bien, il dessinait des vêtements vides, en espérant qu'il n'y ait personne dans le vêtement, pour que quand on agresse le vêtement, on n'agresse pas quelqu'un dedans, et que peut-être ce qui a été agressé, c'est que le vêtement, que ce vêtement transitoire, mais peut-être que l'être profond n'était pas dedans. Et on retrouve sur un mode terrible et tragique la même image qui est utilisée dans cette facétie du joueur de tour. Et le joueur de tour, il a à voir avec le clown, c'est le clown, c'est-à-dire celui qui va faire rire pour montrer ce qu'est l'humain. C'est au travers du rire qu'on va saisir quelque chose de l'humain. C'est ça le joueur de tour. Alors vous pourrez dire, oui, mais comment est-ce qu'on trouve un noce aveu? C'est très simple. Vous vous promenez le long d'un lac canadien. Vous pouvez y aller en charter,
vous promenez le long d'un lac canadien, et vous attendez qu'une oie sauvage descende sur le lac et nage jusqu'à la rive. Et au moment où l'oie arrive, là, sur les abords du lac, vous ne vous précipitez pas sur l'oie, parce que sinon ça ne marche pas. Vous attendez que le lynx arrive, parce que le lynx, il est comme vous, il a vu l'oie. Je peux même vous dire qu'il l'a vu bien avant que vous ne la voyiez. Vous vous extasiez de voir tout à coup arriver l'oie sur le lac, alors que lui, il l'avait déjà vue au moment où elle a décidé de descendre. Le lynx. Et le lynx, dès l'instant qu'elle aborde au rivage du lac, il saute sur l'oie, et il commence à la déchirer à belles dents, il la mange. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous criez, mais pas tout de suite. Au bout d'un moment, vous criez. Alors qu'est-ce qu'il fait le lynx quand il entend un cri humain? Il sauve parce qu'il a peur, parce que l'oie a peur du lynx, et le lynx a peur de l'homme. L'homme a peur de lui-même, et sans arrêt comme ça. Et alors dès l'instant que le lynx est sauvé, vous vous approchez, et vous trouvez l'os dans lequel il allait mordre, l'os à moelle dans lequel il allait mordre, et avec un peu de chance, il y en a un sur 10 millions, c'est un os aveux. C'est comme ça, en tout cas, qu'on raconte que ce joueur de tours avait trouvé un os aveux. Mais si jamais vous en trouvez un, je vais quand même vous donner un très bon conseil. Ne faites aucun vœu. Aucun. Voilà pour les vêtements, pour les habits. On n'a pas trop parlé des chaussures, des souliers, mais peut-être qu'à propos des voyages, on pourra rattraper ça. Puis je vous rappelle que les échanges sont ouverts, parce qu'on ne pourrait pas appeler ça des débats, alors des échanges. On peut parler dès cet après-midi, bien sûr, des habits, de la rue, mais puisque nous sommes au chapitre des facéties, on peut aussi anticiper sur tous les thèmes à venir, puisque le quotidien, finalement, est un. Voilà, je vous laisse la parole. Oui. La vie ne fait pas le moins de temps, et pourtant, les femmes s'ingénient à s'habiller l'une mieux que l'autre, les hommes également sur le plan professionnel s'efforcent à apparaître de mieux en mieux. Si on voit même dans la religion chrétienne, les militaires s'habillent également de manière assez étoffée, je crois, que les sages. Alors, à quoi servent cela? Et les animaux, vous disiez, ne savent pas ce qui est vrai. L'homme étant descendant de l'animal, à quoi ça sert finalement? Alors, il y a plusieurs choses. Par rapport à ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a cette recherche du corps de gloire, le sens profond, je crois que c'est ça. C'est la recherche du corps de gloire. Bon, maintenant, de façon beaucoup plus simple et psychologique, il y a tous les jeux de séduction naturelle entre les êtres, les uns vis-à-vis des autres, et puis, on le sait bien aussi, vis-à-vis de soi-même. Hein. Il y a des gens qui s'habillent pour les autres d'abord, puis il y a des gens qui s'habillent pour eux-mêmes d'abord, pour se plaire. Ça rime à ça. Ça rime à prendre plaisir à se plaire. Maintenant, ça ne rime à ça que s'il y a une distance. Mais tout est là. Je veux dire que si la personne qui utilise les vêtements pour une certaine séduction vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de soi-même, ou simplement par respect de soi, ou simplement par dignité vis-à-vis de soi, si en même temps elle garde sa distance vis-à-vis des vêtements, je pense que ça rime à quelque chose. Ça rime à ce que l'existence soit plus gaie. Maintenant, si cette distance est abolie et si la personne pense que cet habit-là est vraiment sa peau indispensable, si le territoire est devenu l'être lui-même, évidemment, là, ça devient plus grave ou plus ridicule. Mais la seule question est là. La question n'est pas dans les habits, mais dans le rapport qu'on a à eux. Et tant que cette distance est maintenue, eh bien, je pense que les habits, ça sert à rendre l'existence plus gaie. Y compris les parures. Là, je prends les habits au sens le plus large, les parures en général. Ça peut être le tatouage, hein, puisqu'il y a des parures qui reposent sur le tatouage, c'est pas un habit.
extérieur à la peau, c'est quelque chose qui se fait dans la peau. Mais sinon, si on pense que l'habit nous définit, alors évidemment, là, on entre dans le grotesque. Mais le grotesque fait partie des charmes de l'existence. Et à propos du grotesque et des charmes de l'existence et des habits des dignitaires ecclésiastiques, on ne saurait trop vous recommander le grand classique cinématographique Fellini Roma, où vous aurez le film de Fellini sur Rome, où vous aurez un défilé de mode ecclésiastique qui se passe de commentaires et auquel je n'ajouterai rien parce qu'il n'y a rien à dire de plus, mais c'est extrêmement drôle, enfin triste et drôle. Sans doute parce que là, à ce moment, on est prisonnier de l'habit, comme l'homme victime du joueur de tours. Et c'est variable. Oui, mais je pense que c'est ça. Je pense que profondément, c'est pour que les choses, pour que ce soit plus gai. Ce qui est étonnant, c'est des sociétés où on perd le sens des couleurs dans les habits. C'est plutôt ça qui est étonnant. Alors on sait très bien aussi que dans certains mondes, il n'y a plus de couleurs, il y a l'uniforme, il y a la perte des couleurs. L'avantage des couleurs, c'est la variété à l'infini.